Sud Radio Média, Benjamin Glaise, Gilles Gansman. Eh oui, Sud Radio Média. Bonjour Gilles. Bonjour, ça vous fait quoi de vous réveiller? J'ai changé. Bah oui, je vous ai fait gagner 3 heures. Merci Valérie Expert. Bah bon, salut Valérie Expert, effectivement. Et oui, pour dire à notre invité que vous allez présenter, Benjamin fait le petit matin sur Sud Radio. Je me surveillais un peu plus tard, ouais. C'est bien. Un peu beaucoup même. Bon, notre invité ce matin, vous le connaissez. Bonjour Samuel Le Bihan. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter. Oui, vous êtes du matin ou du soir? Ouais, j'aime bien me lever tôt. Ouais. C'est vrai, vous vous levez à quelle heure? Là, je me suis levé à 7h, mais sinon, quand on tourne, c'est du 5h30, 6h. Ah ouais. Ça me va bien, j'aime bien. J'adore le soleil qui se lève. Plus que le soir. Oui, Plutôt mais du ça, matin je crois que que du c'est en soir. vieillissant, on préfère le soleil qui se lève que la nuit, en fait. Vous avez quel âge, Samuel Le Bihan? 59. Ah bah carrément. 60 ans l'an prochain. Non, Ouais. mais parce que, alors, c'est juste que vous les faites pas du tout, quoi. Valérie, elle aurait pas Ouais, posé cette question. Elle aurait Je pas attaqué m'entretiens, là-dessus. je Elle aurait pas m'entretiens. attaqué là-dessus. Bon, vous venez nous présenter. Il m'a envoyé ça par SMS Quoi en voyant la série en disant mais il a quel âge? Il est super beau, il est super C'est pas la question qu'on se pose quand on le voit. On se dit, le pauvre, il a l'air décharné, Non. épuisé. Non, pas du tout, au contraire. Au contraire. Vous nous présentez, donc, je vais y arriver, Gilles, ouais. Oui, ça va être très bien. Le téléfilm Seul, vous y jouez le navigateur Yves Parlier, histoire incroyable, durant son Vendée Globe 2000. Il avait dématé à l'époque, en pleine course. Il a réussi à reconstruire son mât tout seul comme un grand. Histoire incroyable pour finir la course en solitaire, sans escale et sans assistance. Le Vendée Globe qui reprend là, le départ dimanche. Vous allez suivre ou pas? Dimanche, oui, je vais aller au Sable d'Olonne pour être au départ. Oui, justement, avec Yves Parlier, on va être ensemble sur son bateau. Oui, que vous avez rencontré Après le avant, film. Après le film. Pourquoi? Pour quelle raison? Fallait savoir s'il validait un petit peu ce qu'on avait fait. Et il a adoré. Il a adoré. Il était très ému. Je crois qu'il a trouvé qu'il y avait une vraie vérité, c'est-à-dire qu'on l'a pas trompé, on n'a pas triché, on a essayé d'aller au plus juste. Et je pense qu'il a revécu aussi quelque chose d'assez insensé, qu'il n'avait pas imaginé aussi fou. Quand on lui demande pourquoi tu n'as pas lâché, pourquoi t'as pas abandonné, il sait pas. Il sait pas, mais je crois que c'était vital pour lui. Abandonner, c'était abandonner ce qu'il y avait de plus précieux en lui, c'était d'aller au bout de ses idées, au bout de ses convictions, de son engagement surtout. Je crois que c'est un homme d'engagement en fait. Ça demande beaucoup de courage. Au final, vous, c'est plutôt la montagne ou la mer? Parce que, évidemment, votre autre personnage, Hugo, il est plutôt montagne. Moi, c'est la nature. C'est la nature, c'est les éléments, c'est la planète, ce qu'elle nous offre, quoi. C'est le cadeau qu'on a autour de nous. C'est ça qui me touche le plus et ce dont j'ai besoin. Une balade en forêt, ça me fait du bien. Donc, j'ai besoin des éléments naturels. Vous encerclez des arbres? Oui, bien sûr, je fais des câlins aux arbres. Bon, allez, plus sérieusement, on passe au zapping, Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Très sérieux d'embrasser les arbres, mon cher. Mais je sais que vous le faites en plus. Oui. Dans les médias, c'est évidemment le drame espagnol. Derrière la pluie se révèle l'impopularité du Premier ministre et du roi. Des villes, des villages ravagés où les habitants se sont munis eux-mêmes de pelles pour aller retrouver des proches, essayer de voir s'ils n'étaient pas ensevelis. Reportage incroyable dans le 20h de TF1. On est débordé, c'est une catastrophe. On fait le tour de la ville et on intervient dès qu'il le faut. Face à l'urgence, les habitants interviennent souvent eux-mêmes sans attendre les secours. On va là où on a besoin de nous. Aide aux sinistrés, recherche des victimes, les Espagnols se mobilisent. Sur leur téléphone, beaucoup consultent les vidéos de la catastrophe, mais aussi la liste des disparus. La voici, 55 personnes au total, de tous âges. Leurs familles lancent des avis de recherche. Ce sont mes parents. Depuis mardi 18h, je n'ai plus de nouvelles. Ils ont disparu dans les inondations. La nature va pas bien, hein? Oui. On le sait, hein, maintenant on rentre dedans, on rentre dans le cycle où on ne maîtrise plus très bien ce qui va se passer, mais ça s'accélère. Les scientifiques nous le disent depuis 30 ans. Voilà, on y est. Et pourtant, les Français sont partagés. Plus d'un tiers, je ne sais pas si vous avez vu, qui se revendiquent comme climato-sceptiques. C'est un chiffre qui évolue, qui augmente. Ouais. Enfin, c'est plus pratique de penser que... Enfin, bref... L'être humain, de toute façon, mettra toujours en priorité son confort et s'il peut choisir entre quelque chose de plus facile qui va être plus efficace, donc peu importe l'impact, dans le fond, on se dit, de toute façon, l'impact, il est général.
Donc à son niveau à soi, on se sent pas complètement responsable de ce qui se passe sur la planète. Alors qu'en fait, c'est un problème collectif. Donc ça ne se fera qu'à travers les lois. Et ça, c'est très complexe parce que ça joue directement aussi sur l'économie. On va pas bouleverser l'économie pour sauver la planète. On n'est pas capable. C'est-à-dire mettre tout le monde au chômage, c'est pas une solution non plus. Et de toute façon, ça fonctionnerait pas. Donc on est prisonnier de ce qu'on a construit, qu'il faudrait réussir à modifier, mais le travail est immense. Alors Samuel Le Bihan et Benjamin à la buvette, à la machine à café, en famille le dimanche, entre collègues, entre amis, au stade, à Sud Radio, la question est sur toutes les lèvres, Trump ou Kamala? Tout le monde se pose la question. Alors, tu es Trump ou tu es Kamala? Est-ce que ça va être Trump? Est-ce que ça va être Kamala? Aux USA, hier, Kamala a donc voté par correspondance. Tout va se jouer à quelques voix près. Et ce qui risque de faire basculer la balance, c'est le vote des femmes. Écoutez ce reportage de France 2 aux États-Unis. Pour cette dernière étape de notre voyage, nous avons voulu emprunter les chemins de l'un des États clés de cette élection, la Géorgie, ou le début du sud des États-Unis. Et celles qui pourraient faire basculer le résultat du scrutin, ce sont elles, les femmes. Des républicaines convaincues, aux ferventes supportrices de Kamala Harris. On ne reviendra pas en arrière. En passant par celles qui hésitent encore, sur la route du vote des femmes. Ce matin-là, c'est dans un endroit inhabituel, à l'entrée d'une station de métro, que nous ont donné rendez-vous les électrices démocrates d'Atlanta. Hi Malia. Bonjour Malia, enchantée de vous rencontrer. Thank you for having us. Merci d'être venue. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire là? On va aller dans les transports pour parler aux gens. On a des dizaines de volontaires. En fait, on pense que c'est la meilleure manière de rencontrer les gens, d'aller directement là où ils se trouvent. Elles sont une trentaine. Tu veux un éventail? Tiens, voilà. À essayer de convaincre les voyageurs de voter pour la candidate démocrate. Vous avez déjà voté? Non, pas encore. D'accord, je vous donne ce petit rappel pour ne pas oublier. Demain, on recevra Élise Lucet. On sera en édition spéciale sur les États-Unis. Élise Lucet qui a interviewé Robert De Niro. Vous pensez que les comédiens doivent s'engager en politique sur des élections présidentielles ou c'est pas le rôle d'un comédien? Je crois qu'on doit tous avancer avec ses propres convictions si on a envie de les mettre au grand jour. Moi, ma façon de faire de la politique, c'est vraiment le tissu associatif, c'est la société civile, c'est le côté pratique, c'est aller directement sur le terrain et faire des choses concrètement. Je suis pas convaincu que les hommes politiques ont beaucoup de pouvoir, en vérité. Mais pas tant que ça, en fait. On est tenu par... c'est l'argent qui a le pouvoir. Voilà, c'est l'argent. C'est les lobbies qui ont le pouvoir. Et on le voit bien, au niveau européen, c'est clair. Donc c'est contre les lobbies qu'il faut lutter. Et par exemple, une association comme Bloom, qui lutte pour la préservation des océans, ils s'attaquent directement aux lobbies au niveau européen. Là, ils ont une action politique forte et ça a une chance de pouvoir éventuellement faire changer les choses, mais c'est pas... Lorsqu'on, par exemple, on fait une loi pour autoriser les filets sur les grands fonds qui vont racler le fond des océans, qui vont détruire la biodiversité des mers, c'est pas les hommes politiques qui vont lutter contre ça, ce sont les associations. Donc la vraie façon de faire la politique aujourd'hui, c'est de s'engager. Mais est-ce que et pas de voter du coup? Bah si, bien sûr. Ça va avec, évidemment. Mais j'ai pas une grande conviction. Je suis pas comme dans les années 70 où on était très convaincu par la politique et on pensait vraiment qu'on pouvait changer le monde. Moi personnellement, j'en suis pas convaincu. Mais est-ce que Sandrine Rousseau, c'est une écologie qui vous plaît? Comment? Est-ce que Sandrine Rousseau est une écologie qui vous plaît? Mais non, mais là, c'est des questions perso. Voilà, je sais pas vous répondre. Non, mais vous avez le droit de me dire que c'est perso. On l'avait dit, la décroissance, c'est pas la solution. Donc, ouais, la décroissance, c'est pas la solution. L'homme est fait pour... C'est-à-dire que ce qui nous rend intelligents, c'est toujours la recherche de solutions pour satisfaire notre fainéantise quelque part, quoi. Donc c'est ce qui a permis à l'homme de développer son côté malin, inventif et créatif. Donc on ira toujours vers la technologie et en espérant, c'est que la technologie nous sauvera. C'est-à-dire inventer des machines qui vont absorber le carbone, trouver une façon d'avoir une énergie propre. On est en train de repenser la façon de la fusion de l'atome. Alors espérons qu'on arrive jusqu'à
c'est là où on a peut-être une solution d'échappatoire. Mais bon, d'ici là, il y a une espèce de course contre la montre. Est-ce qu'on atteindra ces inventions à temps pour nous sauver ? Restons avec les femmes, celles qui sont opprimées. J'imagine que vous avez vu l'image de Aoudia Mahel. C'est en Iran, cette femme qui s'est mise en sous-vêtements. Prions pour elle. Ouais, non, mais je suis terrifié à l'idée de ce qu'ils peuvent lui faire. Mais quel courage, je sais pas, j'imagine ses parents, j'imagine ma fille qui ferait ça me trouble profondément, quoi. Je serais terrible. Moi, je suis inquiet pour elle aujourd'hui. Éminemment courageuse, évidemment. Hein, elle seule contre cette structure archaïque et à lutter avec toute sa rage, sa féminité, et seule, et toute sa fragilité, parce que se déshabiller, c'est se mettre à nu, c'est s'offrir. Et heureusement que cette image, la seule chose qui peut la sauver, c'est qu'on relaye tous cette image et qu'on en parle, que son nom, comme vous le faites, vous la citez, c'est le seul moyen d'exercer une pression. Alors je vais la reciter une seconde fois. Aoudia Mahel, en Iran, est en sous-vêtements pour dénoncer le voile et restera une image puissante comme fut celle de l'étudiant Place Tiananmen, vous vous souvenez, face au char de la répression chinoise, une image qui marquera le monde. Un combat qui mène aussi, il ne faut pas les oublier, les femmes afghanes, quasi invisibilisées par les talibans qui ont désormais demandé qu'elles ne parlent plus, que les femmes restent dans le silence. Un silence aussi assourdissant de la part de la presse ou des politiques, comme le dénonçait Xavier Giacomelli, c'était ce week-end sur LCI. L'obscurantisme taliban ne connaît plus aucune limite, et tout cela en plus dans un silence assourdissant. Sous prétexte de charia, il vise à rendre totalement invisible la moitié de la population afghane, environ 20 millions de femmes, en interdisant aux femmes de parler à voix haute, même pour réciter des prières. Même entre elles, les fondamentalistes veulent les faire disparaître, leur nier toute humanité. L'obscurantisme mène au génocide de genre. Ce terrorisme, personne ou presque n'en parle, et certainement pas les grandes organisations internationales. Cet enfermement collectif n'a pas fait la une de la récente Assemblée générale de l'ONU, par exemple, à New York. Son Conseil des droits de l'homme porte bien son nom, finalement. Il n'est pas celui des droits fondamentaux de la femme afghane, qui sont totalement bafoués, foulés aux pieds. Ça s'appelle de la lâcheté, hein. Je sais pas, il n'y a pas de mots. Je sais pas, je suis sans voix. Je savais pas que l'homme était capable de faire ça, d'arriver à ça. C'est-à-dire que c'est un pouvoir tellement absolu qu'on... Je sais pas, j'ai pas de mots. C'est les mères qui les ont mis au monde. Comment on peut avoir envie de faire ça à sa mère ? Est-ce que la communauté internationale a un pouvoir de faire changer les choses ou pas ? Est-ce que vous y croyez, ça ? Je sais pas, j'aimerais bien. Je pense que c'est important. Je sais pas c'est quoi le fonctionnement économique de l'Afghanistan. Par qui est-ce qu'ils sont soutenus ? Est-ce qu'ils ont un commerce extérieur ? Quels sont nos moyens de pression ? Je les connais pas. Mais ça vous touche très profondément. C'est-à-dire, je me dis, on est dans un monde où on a développé la communication, on a développé une certaine idée de l'égalité, du vivre ensemble, et à l'autre bout, c'est comme un contre-pouvoir, une espèce de force, comme s'il devait y avoir un équilibre. Plus on développe la liberté d'un côté, plus on est dans l'obscurantisme de l'autre. Il y a des endroits où on cherche à retourner au Moyen-Âge, quoi. C'est-à-dire que quel peut être notre monde. Donc je me dis, alors ce qui va se passer, c'est que ces deux grandes forces vont se développer, il va y avoir un pouvoir, comme le monde se rétrécit, c'est ça que je veux dire, et les pays, va y avoir de plus en plus deux forces qui vont s'opposer. Quelles vont être ces deux forces ? On a eu le communisme et le capitalisme qui s'opposaient avec la Russie, l'URSS et les États-Unis. Et aujourd'hui, alors ça va être quoi les deux grandes oppositions ? Ça va être des femmes à qui on interdit de parler et une autre où c'est le mariage pour tous. C'est ça le monde qui se profile. Je le trouve un peu terrifiant. Bien évidemment, demain, je vous parlerai de la disparition de Quincy Jones. Je vous mettrai des extraits. On a appris son décès, il y a quelques minutes. Je pense qu'il y aura pas mal d'extraits. Et donc demain, je le mettrai
mettrai dans mon zapping. Mais ce que j'ai mis dans mon zapping, puisque vous avez eu l'élégance de dire l'âge de notre invité, vous avez dit... Je suis désolé. Je vous taquine. Non, mais je suis le premier. Je suis le premier à le dire, ça m'amuse. Je suis même surpris moi-même. Non, mais je vous taquine. Parce que cet été, j'étais encore en train d'essayer de me dire, bon, alors, est-ce que je sais encore faire des sauts périlleux? Donc, je me dis, non, mais quand même. Il suffit de regarder le téléfilm dont on va parler après. Pour le coup. J'ai perdu en souplesse. Et là, quand même, je me dis, bon, il y a l'âge qui arrive. Et donc, Samuel, vous avez dû connaître Cure, évidemment, avec Robert Smith. Et bien, 16 ans après 16 ans de silence, le groupe Cure et son fameux leader sortent un nouvel album. C'est leur 14e album. Et le premier titre qui va sortir, vous allez voir, ça ressemble à du Cure. Ça s'appelle Alone. Et ça sort là, cette semaine. Vous aimez les Cure? J'ai adoré. Quand j'étais jeune, je les ai découverts. J'avais 15 ans. C'est un copain qui m'avait fait écouter ça. C'était pas encore connu. Lui, il était féru de musique. Il a trouvé. Il allait à Londres. Il ramenait des choses. Il me dit, écoute, ce truc, c'est dingue. C'était Killing an Arab. Donc un des premiers albums. Et c'était fou, ce nouveau son, cette basse. C'était au-delà du style, parce qu'on n'avait même pas d'image à l'époque. C'était cette nouvelle façon de réinterpréter la musique avec, c'est l'arrivée des synthés. Et donc, ils vont devenir extrêmement leaders. Tout le monde va les adorer, puis après on va brûler notre idole. On ne voulait plus entendre parler de Cure. Et maintenant ils reviennent et ça nous fait chaud au cœur, c'est bon, ça nous rappelle. Il y a un côté nostalgie, oui, souvenir, complètement, plein d'émotions d'enfance, mais aussi une période, un monde. Et c'est très chouette, ils reviennent vraiment au très bon moment. Avec un nouvel album. Donc ils vont faire une tournée de concerts. Donc on va y aller. Vous allez y aller ou pas? Ah oui. Ouais. Grand fan. Vous vous maquillez aussi comme Robert Smith ou pas? J'avais les cheveux en pétard, pareil. Mais j'étais un peu punk. J'avais une Iroquois moi à un moment. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous aviez les cheveux un peu en pétard aussi dans ce tournage de Seul. Sur le tournage. Ah non. Dans le tournage de Seul, où vous incarnez ce navigateur incroyable, Yves Parlier, qui a été au bout de lui-même. Forcément, on va y revenir. C'était le Vendée Globe 2000 et on va parler donc de ce téléfilm qui sera ce soir sur France 2. Restez avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est Samuel Le Bihan. Seul, c'est le titre donc du téléfilm diffusé ce soir sur France 2. Vous y jouez le navigateur Yves Parlier durant son Vendée Globe 2000. Vendée Globe complètement incroyable. Il était favori, il était en tête jusqu'au moment où il a dématé. Il a pété dématé, son mât. Cassé son mât, arraché son mât, cassé en trois, complètement. Et il a réussi seul à le reconstruire. Oui, et surtout, c'est un mât carbone. Il a fallu 4 hommes et une grue pour l'installer. Et là, il a été tout seul. Et donc, on ne comprend pas comment mécaniquement il a pu. Pas tout raconter. Il a très peu. Il a 200 grammes de colle, ce qui est rien. Donc, il va falloir qu'à la main, il a un petit rabot, une petite scie. Il a 3 fois rien, juste pour faire des petites réparations rapides. Et il va reconstruire un mât avec ça. Alors, moi, je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce soir sur France 2. Il faudra regarder. C'est aussi sur francetv.fr. Seul. Le Vendée, c'est toi qui décides, y aller ou pas. Je te dis pas d'enrayer ta dynamique, juste d'être prudent. Faites météo, c'est maintenant que je l'ai, pas dans 15 jours ni dans un mois. C'est plus qu'une course. C'est le tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Tu m'entends? T'es blessé? J'ai dématé. Je suis à bord, tout va bien. On est avec toi, Yves. On vient te chercher. J'ai pas besoin d'assistance. J'ai pas fini ma course, je continue. C'est comme ça. On n'a pas le choix. C'est lui qui est seul là-bas. C'est sa vie qui est risque. Il a confiance en nous. On doit tous être avec lui. Samuel Le Bihan, seul face à l'océan. Inédit, lundi soir à 21h sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Alors, ce qui est remarquable dans cette série, c'est qu'on voit que lui vit à la fois son rêve, parce qu'il est content d'être confronté quand même à cette mère qu'il aime, et à la fois, il y a toute la famille et sa femme qui est tout le temps angoissée, qui vit un drame. Moi, j'ai trouvé ce mec très égoïste, en fait, dans cette histoire. Ou est-ce que vous comprenez? Est-ce que parfois, vous, en tant que comédien,
vous privilégiez votre carrière parfois avec votre famille qui se dit oh là là, il va être absent 3 mois. C'est soit on est dans le sacrifice pour les autres, soit on fait avancer aussi la famille. Parce que quelque part, il donne aussi... On fonctionne par exemplarité, c'est-à-dire quand on fait des choses incroyables, on n'a pas besoin... Vos enfants, ils vous regardent pour ce que vous êtes. Et donc c'est l'homme que vous construisez aussi. Alors on peut appeler ça l'égoïsme, mais on fonctionne par inspiration, je pense qu'il faut, pour aller au bout de ses rêves, c'est... Ce qu'on peut percevoir comme de l'égoïsme, c'est aussi du sacrifice. Il faut accepter de passer par la solitude, par l'échec, par la reconstruction. Et je pense qu'il faut beaucoup de générosité pour arriver à ça. Mais il faut accepter d'être incompris pendant un certain temps, d'être mal aimé. Mais là, ce qui est beau, c'est que c'est sa femme qui lui donne de la force. Oui. C'est elle qui le soutient. Sinon, il lâche, il abandonne. Et elle a compris que s'il ne va pas au bout de sa course, il va être détruit psychologiquement. Il ne sera plus jamais le même homme. Il a besoin de ça. C'est vital pour lui. Parce qu'il ne veut pas abandonner. C'est un engagement vis-à-vis de lui-même. Parce qu'il ne faut pas oublier, il est blessé, il souffle martyr. Tout ce qu'on raconte à l'antenne pour nos auditeurs, c'est une histoire vraie. Hein. Ouais. Yves Parlier. Sa radio tombe en panne. Il n'a plus à manger. Donc il va perdre plus de 10 kilos. Donc du coup moi je me suis mis au régime. Oui, j'ai perdu aussi parce que je voulais me rapprocher au plus près de ce qu'il avait vécu. Et il va passer par des moments de solitude, de violence, de dureté, mais c'est le refus d'abandonner. C'est un homme qui refuse d'abandonner. Et ça c'est extrêmement inspirant. C'est une course de fou, le Vendée Globe. Est-ce qu'il faut être fou pour faire cette course-là ? Je crois que ça vient petit à petit, c'est-à-dire on commence pas, on n'est pas jeté d'un coup dans le Vendée Globe. Je pense qu'on fait un petit peu de voile avant, quelques compétitions, et puis doucement on est mordu. Il y a une chose particulière dans la voile, c'est que vous êtes dans l'instant présent, mais d'une force, c'est incroyable. Moi j'avais un copain qui venait de vivre une rupture amoureuse. Il était dépité, il était d'une tristesse terrible, et dès qu'il était sur le bateau, tout allait bien. Il oubliait complètement sa vie personnelle. C'est-à-dire, ça vous projette dans l'instant, parce que la mer est vivante, le vent, les éléments. Vous devez sans arrêt réadapter, régler votre bateau en fonction des éléments qui changent, et vous êtes dans un moment. Et je pense que ça, c'est un lien qu'on a avec la nature qui est assez rare, avec les éléments, avec la vie, avec la terre, avec ce monde qui nous entoure et qui est incompréhensible. Et plus c'est difficile, plus on a l'impression aussi d'être en osmose. Et donc retrouver cette sensation, on y retourne. Et alors il y a pas mal de scènes assez incroyables, de tempêtes et autres. Vous étiez dans un petit studio avec 3 ventilateurs ou Non, on n'avait pas le moyen de rechercher les tempêtes. On courait après les éléments naturels. Non, sérieux ? Oui, quand il y a calme plein, on changeait les scènes en fonction de la météo. Vous avez tourné où on a fait le tour du monde. Non. Mais non, je vais pas vous révéler. On était dans l'Atlantique. On est parti dans l'Atlantique. Pas non plus. Et non, on n'avait pas les moyens d'avoir un studio. Il n'y a pas de fond bleu, il n'y a pas de trugage. Tout a été tourné en mer. Tout est vrai. C'est pour ça que c'était un tournage très difficile. Il fallait une bande de barjots quand même. C'est-à-dire que on était une dizaine sur le bateau, et tous ceux qui étaient là étaient des passionnés, étaient prêts, mais on dormait peu, on était dans des conditions extrêmement difficiles, et tout le monde avait la banane, épuisé mais heureux. Ça a duré combien de temps le tournage ? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Pas tant que ça, on n'avait pas beaucoup de temps, mais il fallait aller vite. Et il y a des moments magiques. Par exemple, vous rentrez le soir et puis il y a des dauphins qui commencent à nager autour du bateau. C'est juste magique, ce moment où c'est drôle. C'est cet animal qui vient jouer avec l'être humain, avec nos outils, nos bateaux. C'est un lien. Il vous permet ce lien étrange entre le milieu sauvage, naturel, et notre milieu civilisé. Il y a peu de ponts comme ça. Voilà. Je sais pas, tout était fou de toute façon, épuisant. J'ai mis 3 semaines à m'en remettre. Je crois que c'est le fait de pas manger aussi, ça m'épuisait énormément. Ça me mettait dans une solitude terrible, mais qui me rapprochait du personnage. Vous savez, pour pas manger, vous allez pas avec les potes, vous allez pas boire une bière, une pizza. Pas de soirée. Ouais. Non, il y a pas de soirée, il y a plus rien. Vous êtes dans votre coin, personne vous comprend. Ça a l'air sympa comme tournage. Votre copine a l'impression que vous avez une autre histoire à côté. Enfin, personne vous croit. Et vous traversez ça. Alors, vous savez qu'il y a un but quand même, et puis il y a un projet, mais c'est une drôle de. C'était un drôle de moment. C'était un moment étrange et en même temps passionnant, parce que
Pierre Isoard, le réalisateur, était très inspiré. Il y avait un challenge d'acteurs, et c'est plaisant de relever des challenges. Et on faisait une belle histoire, parce que vraiment, c'est-à-dire on n'a pas besoin de connaître la voile, on s'en fiche de la voile, on s'en fiche de ce qui est intéressant, c'est un homme qui refuse d'abandonner, c'est ça qui est bien. Et ça s'appelle Seul, donc téléfilm diffusé ce soir sur France 2. On continue d'en parler avec vous, Samuel Le Bihan. À tout de suite. Sud Radio Média, Benjamin Glaise, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Avec Samuel Le Bihan, toujours, on rappelle ce téléfilm ce soir à voir sur France 2. Seul, une histoire de Vendée Globe, une histoire de dépassement de soi. Vous avez joué ce rôle du navigateur Yves Parlier qui a connu énormément de mésaventures durant son Vendée Globe 2000, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ouais. Vous avez le pied marin ou pas, Samuel Le Bihan? Mais les Bretons, le Bihan. Oui, mais Breton, ça veut rien dire. Moi, je viens d'une famille de marins pêcheurs. Voilà. Et marins pêcheurs à la voile. Parce que c'est un petit village qui s'appelle Plougastel-la-Houlas dans le Rade de Brest, et avoir un moteur, c'était déjà un marin riche qui avait un moteur. Donc mon grand-père pêchait à la voile, même mon père aussi a pêché à la voile. Après il est venu sur Paris pour trouver du travail, puisque la pêche souffrait déjà un petit peu. Mais donc mon père m'a appris la voile. Alors je vais vérifier si vous êtes un marin d'eau douce ou pas. Ah, peut-être, je sais pas, j'ai pas réponse à tout. Si un bateau va à 120 nœuds, il va à combien? C'est 30, 120 nœuds serait 30. Mais non, mais d'abord, je vois 120 nœuds. Un bateau ne peut pas aller à 120 nœuds. Ce serait du 360 km/h, un truc comme ça. 220 ? Moi, je multiplie par 3. C'est 40-45 nœuds, logiquement, un bateau normal. Enfin, un voilier. Un voilier, non, on est plus à... Allez, quand il marche bien, c'est 10 nœuds. Voilà, c'est un bateau qui marche bien. Et vous savez combien il pèse, le voilier d'Yves Parlier, d'après vous? Aucune idée. Bon, c'est plusieurs tonnes, hein, mais c'est au rapport de sa taille, c'est un IMOCA, donc c'est 18 mètres. Ouais. Je sais pas. Il fait 12 tonnes. 12 tonnes, ouais. C'est incroyable. Ouais. 12 tonnes sur la mer. J'étais épaté par ce chiffre. Ouais, des coques carbone. Enfin, vraiment, il y a rien. Hein, c'est très spartiate. C'est des univers. Il n'y a pas la place pour l'homme, quoi. C'est vraiment la techno, le gain de poids au maximum, et que les outils, des voiles, des qui servent à naviguer, quoi. Je voulais vous demander, aujourd'hui, on parle, toute cette semaine, ça va être de nouveau le vote budgétaire à l'Assemblée nationale, et on voit qu'il y a pas mal de coupes dans la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, enlever de l'argent à France Télévisions ou à la culture, ça devient compliqué, le théâtre, le cinéma? Est-ce que vous trouvez qu'en 5-10 ans, la culture a été bien traitée ou maltraitée? Pour le théâtre, je sais pas, ça fait un moment. Mais ce que je trouve intéressant dans la culture, c'est la façon dont ça peut régénérer aussi de l'argent. C'est-à-dire quand vous soutenez un festival, par exemple, de musique ou d'art en été, c'est du monde, c'est des restaurants, c'est des voyages, il y a toute une structure économique qui fonctionne avec. Donc c'est pas aider pour aider, c'est pas mettre de l'art pour avoir de l'art, c'est aussi créer des activités économiques. Donc le danger de ça en coupant la culture, c'est de perdre sur certains événements une activité économique forte qui est un peu liée au tourisme, qui est un peu liée à plein d'emplois aussi, hein, d'intermittents. Pourquoi on va en souffrir un petit peu, ouais. Pourquoi le cinéma fait plus appel à vous? Je sais pas. Non, mais c'est pas un regret chez vous. Moi, je vous aimais bien on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, non, mais est-ce que le fait que vous soyez à la télé vous a coupé un peu du monde du cinéma? J'ai de la chance quand même, parce que j'ai quand même réussi à être aimé, à avoir vraiment un lien avec le public en télé. Et c'est déjà pas mal. Franchement, avoir du succès, c'est quand même rare. Donc, moi, je regarde le verre à moitié plein. Et je me dis, c'est vraiment une chance. Au cinéma, bien sûr, il y a des metteurs en scène de cinéma que je trouve formidables, je vois des films fabuleux et des acteurs magnifiques. J'aimerais des fois faire partie un petit peu de cette bande, mais c'est ainsi, c'est-à-dire faut pas se plaindre, ça pourrait être pire aussi, je pourrais rien avoir. Donc, mais vous aviez la carte à une époque du cinéma. Oui, ça tourne. Hein. C'est-à-dire si je voulais la sécurité d'emploi, j'aurais choisi un autre métier. Oui, c'est vrai. Donc j'ai pris le risque qui va avec. Maintenant, moi, ça m'empêche pas d'admirer ce que font les autres. Et le théâtre? Oui, peut-être, pas tout de suite.
Dans 2-3 ans, je me dis oui, je retournerai bien au théâtre avec un défi encore. Il faut que ce soit un petit défi artistique. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Mais par exemple, pour revenir à la télé, par exemple, de pouvoir faire Yves Parlier, ou Tu ne tueras point, le téléfilm que j'avais fait où je faisais une plaidoirie d'1 quart d'heure, je faisais un avocat, une plaidoirie incroyable. Bon, est-ce qu'on me le refait faire au cinéma? Peut-être pas. Donc du coup, je suis quand même relativement comblé artistiquement à la télé. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de regrets que ça. Non, il faut continuer. Ouais. C'est le chemin qui compte. Donc il faut poursuivre, faire des propositions tout le temps, essayer de gagner en qualité, ne pas décevoir le public, ne pas créer de déception avec des projets qui seront un petit peu en dessous. Donc voilà, ma quête, c'est ça. C'est avec ce que j'ai, de le magnifier au mieux de ce que je peux pour gagner en qualité, en intensité, en sincérité. Ça, c'est une quête qui est déjà juste. Et après, s'il y a du cinéma, ça sera la cerise sur le gâteau, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer au cinéma? Est-ce qu'il y a des rôles qui vous tentent en particulier? Un style? J'aime beaucoup le cinéma d'auteur, en général. Il y a, c'est-à-dire, il y a une recherche de vérité, même sur des thèmes un peu sociaux, ou que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, alors il y a une nuance qu'il faut faire très attention dans le jeu. En télé, des fois, on vous demande de souligner un petit peu l'intention pour que tout le monde, qu'on soit bien sûr de la comprendre. Ça soit clair. Alors qu'au cinéma, on cherche pas à souligner. On est vraiment dans une authenticité, une vérité, pour être au plus proche de ce qu'aurait pu être la situation. Et donc, il y a un petit jeu qui est un petit peu différent. Et donc, des fois, je me dis, est-ce que je me suis pas un peu déformé? Enfin bon, c'est les questions qu'on se pose. Hein. À vouloir progresser, forcément, on se remet toujours en question. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais c'est ça que j'aime dans le cinéma d'auteur, c'est cette recherche de vérité. Aujourd'hui, on est le 4 novembre 2024 et le 4 novembre à 8h, ou 7h, je crois, du matin, démarrait Canal+. Canal+ avait 40 ans. Qu'est-ce que représente Canal+ pour vous? C'est le cinéma Canal+. Ils ont, à un moment donné, c'était la chaîne qui soutenait, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, mais qui soutenait le plus le cinéma. Et donc ils ont fait émerger un nombre de cinéastes incroyables. Ils ont accompagné sur les années 90, 2000 des premiers films risqués. Et s'il n'y avait pas eu Canal+, ils n'existeraient pas. Donc, je pense qu'ils ont aujourd'hui le cinéma français assez fort. Hein. Et ça, ce sont les enfants de toute cette génération de réalisateurs qui ont commencé à chercher, à explorer, soutenus par Canal+. Aujourd'hui, pour arriver à une certaine maturité, on a des films fabuleux, quoi. Donc, Canal+ c'est vraiment le développement, la possibilité, donner au cinéma la possibilité de se développer, de s'épanouir. On n'a plus de chaînes aujourd'hui comme ça qui permettent d'accélérer le processus? Si, ils sont tous là, parce que le système français est vachement bien fait quand même. Toutes les chaînes de télé ont un devoir, une obligation de soutien du cinéma. L'Italie n'a plus de cinéma parce qu'ils n'ont pas ça, l'Espagne. Aujourd'hui, en France, on a 200 films par an. Alors évidemment, tous les films ne sont pas formidables, mais au moins on a une industrie qui existe, qui est forte, et on doit ça à un système qui a été mis en place et qui fonctionne très bien. Donc on n'a pas forcément des budgets en baisse pour les téléfilms? Peut-être, ça sera toujours compliqué. En même temps, quand même, le public veut du contenu. Alors, il n'y a pas que des séries américaines. Évidemment, c'est beaucoup moins cher d'acheter une série américaine que d'avoir à tourner une série française, par exemple. Mais ça, je pense que il y a des quotas de toute façon qui sont mis en place. Donc ça nous protège. Donc on va pas basculer non plus dans le tout américain. Non, je suis pas inquiet là-dessus. Je suis pas inquiet. En plus, avec les plateformes, il y a une espèce de relance qui a fait le pont entre le cinéma et la télé. Donc, il y a plus de médias, plus de plateformes. Il y a une exigence aussi. On a gagné en qualité. Cette petite compétition aussi nous oblige à être un peu plus perfectionniste. Et ça, c'est pas mal. Je suis pas inquiet sur la production française, production audiovisuelle. Vous avez vu, je vous ai respecté, on vous a respecté. On a fait plus de 20 minutes d'interview, je vous ai pas parlé d'autisme.
Ça vous fait plaisir? Non, mais on peut parler d'autisme. Est-ce que ça vous fait plaisir? Parce que j'ai lu dans une interview, vous dire, faut plus qu'on parle de ça, je veux plus être le porte-parole. Non, Si, j'ai pas dit ça. C'est la presse qui dit qu'il a repris mal les choses. Oui, ce que j'ai dit, c'est que on voulait que je parle de ma fille. J'ai dit, non, j'ai un contrat avec ma fille où je parlais d'elle parce qu'il y a des projets très clairs et voilà. Mais parler de l'autisme, évidemment, on peut toucher deux mots. C'est-à-dire que j'ai monté une structure. Cette structure est devenue un service public. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé sur Autisme Info Service. On ne s'est pas trompé sur la nécessité de créer cette structure. Pourquoi vous avez déclaré que ça vous embêtait qu'on vous parle de ça? Non, c'est la presse qui a repris. Non, je suis... Si vous voulez, c'est pas un loisir pour moi, c'est pas une passion, c'est plutôt quelque chose qui m'est tombé dessus et que j'ai pris avec responsabilité. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter du coup, puisque voilà, je dois vivre avec et comment bien le vivre. Donc, des fois, les journalistes l'abordent comme on vous demanderait si vous aimez le tennis. Oui, c'est ça. Et oui, c'est une lutte, il faut faire avancer les choses. Il y a eu notre pays a quand même rattrapé une partie de son retard, donc faut reconnaître ce qui a été bien fait sur la détection, sur l'accompagnement à l'école. Et aujourd'hui, c'est l'autisme des adultes qui est la grande question, comment on accompagne les adultes. Mais forcément, ça démarre par plus jeune âge, ça démarre à l'école, et quand on prend les bonnes habitudes, après on peut enchaîner sur le milieu du travail. Aujourd'hui, c'est l'inclusion dans le milieu du travail, très important, et des centres aussi d'accueil. Votre fille qui est autiste, elle vous a demandé, elle est adolescente là? Oui, mais j'en parle plus. Elle vous a demandé d'arrêter de vous mettre en avant là-dessus? Non, mais j'en parle pas. Bah oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film d'Artus? Formidable. Je trouve qu'il a réussi la chose la plus compliquée. C'est pas accessoire les rôles qu'il a donnés aux handicapés, aux autistes, un petit truc en plus. Le petit truc en plus, c'est des vrais rôles. On s'attache à des personnages, à leur histoire. On est ému par eux. Ils jouent, ils sont insolents. Il a réussi un équilibre très difficile parce que même quand lui se fait passer pour un handicapé, il le fait sans exagération, sans moquerie. Et réussir cet équilibre, je trouvais ça très... Et puis le film est bien, il est bien monté, il est bien mis en scène, il y a un vrai bon boulot et il a fouillé la question, c'est-à-dire que il a fait un vrai travail de recherche aussi pour être au plus juste, pour pas tricher. Non, c'est une belle réussite, franchement, ouais. On rappelle le titre de ce téléfilm, donc ce soir sur France 2, ça s'appelle Seul, téléfilm à regarder, dans lequel vous incarnez Yves Parlier, héros du Vendée Globe 2000. Et puis je rajoute Alex Hugo, vous l'avez pas oublié aussi, parce qu'on va vous voir un inédit semaine prochaine, mardi soir. Oui, ça s'enchaîne maintenant. vous allez me voir, vous allez me revoir. Bon, on aura l'occasion de nous revoir à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Samuel Le Bihan, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin sur Sud Radio. Merci Gilles. Demain je vous attends avec des Santiago et un chapeau de cow-boy. Bon, l'élection américaine. Oui, on n'est pas cliché. Ah bah ça va être sympa, Merci beaucoup Gilles, merci Samuel Le Bihan. Dans un instant, les débats, mettez-vous d'accord avec l'ensemble des débatteurs du jour. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.